Un jour, Swann reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Des aveux même d'Odette confirmèrent la plupart de ses dires. Elle tenait à la main un bouquet de cattleya, et Swann vit, sous son fanchon de dentelle, qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une aigrette en plume de cygne. À l'ouverture du corsage décolleté étaient enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Odette était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée, quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir. Puis il lui dit « Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc? J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann. Un soir, comme elle venait d'en descendre, et qu'il lui disait « à demain », elle recueillit précipitamment, dans le petit jardin qui précédait la maison, un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour, et, quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. 2 fois seulement, dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux, comme à elle-même, et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui, n'en seraient pas, et finissent avec lui, que, quand il l'avait quittée à 7 heures pour entrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait « Ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose rare, du bon thé. » 1 heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être, pour des yeux moins prévenus, le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre, disait le mot. Maintenant, où que se trouvât Swann, il ne manquait pas d'aller rejoindre Odette. Sans qu'il s'en rendît compte, la certitude qu'elle l'attendait chez les Verdurin, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres, qu'il ne reviendrait pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse oubliée, mais toujours prête à renaître, qu'il avait éprouvée le soir où Odette n'était plus chez les Verdurin, et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Swann n'allait chez Odette que le soir. Il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé, au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi, ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire, ni quelle avait été sa vie. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs, comme tout ce qui venait d'elle, qui l'enchantait même, car c'était autant de traits particuliers, grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Il trouvait un plaisir d'autant plus profond, non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que,
comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour. Comme tout ce qui environnait Odette, elle n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir, causer avec elle, il aimait la société des Verdurins. Là, comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, soupers costumés, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurins faisaient à Swann, en l'invitant, le don inestimable. Il se plaisait, mieux que partout ailleurs, dans le petit noyau, et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que par goût il le fréquenterait toute sa vie. Pour faire partie du petit noyau, du petit groupe, du petit clan des Verdurins, une condition était suffisante, mais elle était nécessaire. Il fallait adhérer tacitement à un credo dont un des articles était l'admiration pour le jeune pianiste, protégé par Madame Verdurin cette année-là, et dont elle disait « ça ne devrait pas être permis de savoir jouer Wagner comme ça ». Toute nouvelle recrue, à qui les Verdurins ne pouvaient pas persuader que les soirées des gens qui n'allaient pas chez eux étaient ennuyeuses comme la pluie, se voyait immédiatement exclu. Aussi avait-il été amené à rejeter successivement tous les fidèles du sexe féminin. En dehors de la jeune femme du docteur Cottard, ils étaient réduits presque uniquement cette année-là, bien que Madame Verdurin fût elle-même vertueuse et d'une respectable famille bourgeoise excessivement riche et entièrement obscure, avec laquelle elle avait peu à peu cessé toute relation, à une personne presque du demi-monde, Madame de Crécy, que Madame Verdurin appelait par son petit nom, Odette, et déclarait être un amour, et à la tante du pianiste, laquelle devait avoir tiré le cordon. Personne, ignorante du monde, et à la naïveté de qui il avait été si facile de faire croire que la princesse de Sagan et la duchesse de Guermantes étaient obligées de payer des malheureux pour avoir du monde à leur dîner, que, si on leur avait offert de les faire inviter chez ces deux grandes dames, l'ancienne concierge et la cocotte eussent dédaigneusement refusé. Swann se doutait bien que ce qu'il regrettait, c'était un calme, une paix, qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors, sans doute, les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants à eux-mêmes. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais, du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait, à l'égal de la mort, une telle guérison, qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement. Physiquement, Odette traversait une mauvaise phase. Elle épaississait. Et le charme expressif et dolent, les regards étonnés et rêveurs qu'elle avait autrefois, semblaient avoir disparu avec sa première jeunesse. De sorte qu'elle était devenue si chère à Swann au moment, pour ainsi dire, où il la trouvait précisément bien moins jolie. Il la regardait longuement, pour tâcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu, et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était toujours Odette qui vivait, toujours la même volonté fugace, insaisissable et sournoise, suffisait à Swann pour qu'il continuât de mettre la même passion à chercher à la capter. Puis, il regardait des photographies d'il y avait 2 ans. Il se rappelait comme elle avait été délicieuse, et cela le consolait un peu de se donner tant de mal pour elle. Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. Odette frappa Swann
par sa ressemblance avec cette figure de Zéphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver, dans la peinture des maîtres, non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence durable qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Zéphora de ce Sandro di Mariano, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli. Il regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle. Et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle, pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Et, tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assuré, quand il eut à la place, pour base, les données d'une esthétique certaine. Sans compter que le baiser et la possession, qui semblent naturels et médiocres, s'il lui était accordé par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturels et délicieux. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections de peintures qui l'intéressaient tant. Et, après qu'il lui laissait venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque qui l'avait fait sourire. Mais, à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être, sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans leur première jeunesse, le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni, en revanche, par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause s'il se présente avant lui. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Quand les Verdurins amenaient Odette à Saint-Germain, à Chatou, à Meulan, souvent, si c'était dans la belle saison, ils proposaient, sur place, de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Et quand Odette était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, hélas, sans lui permettre d'y aller, comme par hasard, de son côté, cela ferait un effet déplorable, disait-elle. Il se plongeait, dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre, l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Swann passait ses journées, penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du Tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas, de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas, pour le cas où, revenue par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Il attendait toute la nuit, bien inutilement, car, les Verdurins, ayant avancé leur retour, Odette était à Paris depuis midi. Elle n'avait pas eu l'idée de l'en prévenir. Ne sachant que faire, elle avait été passer sa soirée, seule, au théâtre, et il y avait longtemps qu'elle était rentrée se coucher et dormait. C'est qu'elle n'avait même pas pensé à lui, et de tels moments, où elle oubliait jusqu'à l'existence de Swann, étaient plus utiles à Odette, servaient mieux à lui attacher Swann que toute sa coquetterie, car ainsi
Swann vivait dans cette agitation douloureuse, qui avait déjà été assez puissante pour faire éclore son amour, le soir où il n'avait pas trouvé Odette chez les Verdurins et l'avait cherchée toute la soirée. Et, sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image, entre beaucoup d'autres images de femmes, dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ces rêveries, alors l'imperfection de son corps ne garderait plus aucune importance, puisque, devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Les journées, Swann les passait sans Odette, et par moments, il se disait que laisser une aussi jolie femme sortir ainsi seule dans Paris était aussi imprudent que de poser un écrin plein de bijoux au milieu de la rue. Alors, il s'indignait contre tous les passants, comme contre tant de voleurs. Mais leur visage collectif et informe, échappant à son imagination, ne nourrissait pas sa jalousie. Quelquefois, quand Odette avait fait un court déplacement, ce n'est qu'après plusieurs jours qu'elle songeait à lui faire savoir qu'elle était revenue à Paris, et elle lui disait tout simplement, sans plus prendre comme autrefois la précaution de se couvrir à tout hasard d'un petit morceau emprunté à la vérité, qu'elle venait d'y rentrer à l'instant même par le train du matin. Ces paroles étaient mensongères, du moins, pour Odette, elles étaient mensongères. Mais, dans l'esprit de Swann, au contraire, ces paroles, qui ne rencontraient aucun obstacle, venaient s'incruster et prendre l'inamovibilité d'une vérité si indubitable que, si un ami lui disait être venu par ce train et ne pas avoir vu Odette, il était persuadé que c'était l'ami qui se trompait d'un jour ou d'heure, puisque son dire ne se conciliait pas avec les paroles d'Odette. Celles-ci ne lui eussent paru mensongères que s'il s'était d'abord défié qu'elles le fussent. Pour qu'il crût qu'elle mentait, un soupçon préalable était une condition nécessaire. C'était d'ailleurs aussi une condition suffisante. Alors, tout ce que disait Odette lui paraissait suspect. L'entendait-il citer un nom? C'était certainement celui d'un de ses amants. Une fois cette supposition forgée, il passait des semaines à se désoler. Il s'aboucha même une fois avec une agence de renseignement pour savoir l'adresse, l'emploi du temps de l'inconnu qu'il ne laisserait respirer que quand il serait parti en voyage, et dont il finit par apprendre que c'était un oncle d'Odette, mort depuis 20 ans. Un jour que Swann était sorti au milieu de l'après-midi pour faire une visite, n'ayant pas trouvé la personne qu'il voulait rencontrer, il eut l'idée d'entrer chez Odette à cette heure où il n'allait jamais chez elle, mais où il savait qu'elle était toujours à la maison, à faire sa sieste ou à écrire des lettres avant l'heure du thé, et où il aurait plaisir à la voir un peu sans la déranger. Le concierge lui dit qu'il croyait qu'elle était là. Il sonna, crut entendre du bruit, entendre marcher, mais on n'ouvrit pas. Anxieux, irrité, il alla dans la petite rue où donnait l'autre face de l'hôtel, se mit devant la fenêtre de la chambre d'Odette. Les rideaux l'empêchaient de rien voir, il frappa avec force au carreau, appela. Personne n'ouvrit. Il vit que des voisins le regardaient. Il partit, pensant qu'après tout, il s'était peut-être trompé en croyant entendre des pas. Mais il en resta si préoccupé qu'il ne pouvait penser à autre chose. Une heure après, il revint. Il la trouva. Elle lui dit qu'elle était chez elle tantôt, quand il avait sonné, mais dormait. La sonnette l'avait éveillée, elle avait deviné que c'était Swann. Elle avait couru après lui, mais il était déjà parti. Elle avait bien entendu frapper au carreau. Swann reconnut tout de suite, dans ce dire, un de ces fragments d'un fait exact que les menteurs, pris de court, se consolent de faire entrer dans la composition d'un fait faux qu'ils inventent, croyant y faire sa part et y dérober sa ressemblance à la vérité. Elle avoue qu'elle m'avait entendu sonner, puis frapper, et qu'elle avait cru que c'était moi, qu'elle avait envie de me voir, se disait Swann. Mais cela ne s'arrange pas avec le fait qu'elle n'ait pas fait ouvrir. Mais elle ne lui fit pas remarquer cette contradiction, car il pensait que livrée à elle-même, Odette produirait peut-être quelque mensonge qui serait un faible indice de vérité.
Odette n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher Rémy, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même, à l'endroit qu'il lui avait désigné. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part, et ajouta son avis en vieux serviteur. « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. » Mais l'indifférence, que Swann jouait facilement, car Rémy ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait, tomba, quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout !» s'écria-t-il. « Il faut que nous trouvions cette dame. C'est de la plus haute importance. » Quand il voulut dire adieu à Odette pour rentrer, elle lui demanda de rester encore, et le retint même vivement en lui prenant le bras, au moment où il allait ouvrir la porte pour sortir. Mais il n'y prit pas garde. Elle lui redisait tout le temps. « Quel malheur que toi, qui ne viens jamais l'après-midi. Pour une fois que cela t'arrive, je ne t'ai pas vu. » Il savait bien qu'elle n'était pas assez amoureuse de lui pour avoir un regret si vif d'avoir manqué sa visite. Mais, comme elle était bonne, désireuse de lui faire plaisir, et souvent triste quand elle l'avait contrarié, il trouva tout naturel qu'elle le fût cette fois de l'avoir privé de ce plaisir de passer une heure ensemble qui était très grand, non pour elle, mais pour lui. C'était pourtant une chose assez peu importante pour que l'air douloureux qu'elle continuait d'avoir finît par l'étonner. Il y avait déjà vu, une fois, une telle tristesse, mais ne savait plus quand. Et tout d'un coup, il se rappela. C'était quand Odette avait menti, en parlant à madame Verdurin, le lendemain de ce dîner où elle n'était pas venue, sous prétexte qu'elle était malade, et en réalité pour rester avec Swann. Quel mensonge déprimant était-elle en train de faire à Swann pour qu'elle eût ce regard douloureux, cette voix plaintive qui semblait fléchir sous l'effort qu'elle s'imposait et demander grâce. Mais, comme il aimait Odette, comme il avait l'habitude de tourner vers elle toutes ses pensées, la pitié qu'il eût pu s'inspirer à lui-même, ce fut pour elle qu'il la ressentit, et il murmura « Pauvre chérie !» Et tandis que madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne de l'orangeade au pianiste, il l'a bien mérité », Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Car madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette », elle répondit « Oui, de très belles ». Swann trouva délicieuse sa simplicité. Jadis, ayant souvent pensé avec terreur qu'un jour il cesserait d'être épris d'Odette, il s'était promis d'être vigilant, et, dès qu'il sentirait que son amour commencerait à le quitter, de s'accrocher à lui, de le retenir. Mais voilà qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément un affaiblissement du désir de rester amoureux. Parfois, le nom, aperçu dans un journal, d'un des hommes qu'il supposait avoir pu être les amants d'Odette, lui redonnait de la jalousie, mais elle était bien légère. Le simple fonctionnement de cet organisme social qu'était le petit clan des Verdurin prenait automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette, et lui permettait de feindre une indifférence à la voir, ou même un désir de ne plus la voir, qui ne lui faisait pas courir de grands risques, puisque, quoi qu'il lui eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Le jour où Swann dînait en ville, il faisait atteler pour 7h30. Il s'habillait, tout en songeant à Odette, et ainsi il ne se trouvait pas seul, car la pensée constante d'Odette donnait au moment où il était loin d'elle le même charme particulier qu'à ceux où elle était là. Il montait en voiture, mais il sentait que cette pensée y avait sauté en même temps et s'installait sur ses genoux comme une bête aimée qu'on amène partout et qu'il garderait avec lui à table à l'insu des convives. Se sentant souffrant et triste depuis quelque temps, surtout depuis qu'Odette avait présenté Forcheville au Verdurin, Swann aurait aimé aller se reposer un peu à la campagne, mais il n'aurait pas eu le courage de quitter Paris un seul jour pendant qu'Odette y était.
Pourtant, un soir, au cours d'un concert mondain, il souffrait au point que même le son des instruments lui donnait envie de crier, de prolonger son exil dans ce lieu où Odette ne viendrait jamais, où personne, où rien ne la connaissait, d'où elle était entièrement absente. Mais, tout à coup, ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. Et, avant que Swann eût eu le temps de comprendre et de se dire « C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil, n'écoutons pas », tous ses souvenirs, du temps où Odette était prise de lui, et qu'il avait réussi jusqu'à ce jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'ils crurent revenu, s'était réveillé, et, à tire d'aile, était remonté, lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Si un fidèle avait un ami, ou une habituée, un flirt, qui serait capable de le faire lâcher quelquefois, les Verdurin, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant, pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aimât à eux, et ne le leur préférât pas, disaient « Eh bien, amenez-le, votre ami !» Et on l'engageait à laisser, pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qu'il avait présenté, et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour infidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il, séance tenante, la requête à sa femme. Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de purs mondains auraient trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurin. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Swann était si timide avec elle qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses cattleyas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là, qu'il pouvait renouveler, puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois, les jours suivants, il usa du même prétexte. Et, bien plus tard, quand l'arrangement, ou le simulacre d'arrangement, des cattleyas fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore, faire cattleya, devenue un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, où d'ailleurs l'on ne possède rien, survécut dans leur langage, où elle le commémorait à cet usage oublié. Swann commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase. Mais il ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile. Le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait. Il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse, qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois Odette, exigeant qu'en même temps, elle ne cessât pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres. Et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donnés pendant 1 heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors, elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens? Je ne peux tout faire à la fois. Sache au moins ce que tu veux. Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ?» Lui se fâchait, et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers. Maintenant, sa jalousie avait un aliment, et Swann
allait pouvoir commencer à s'inquiéter chaque jour des visites qu'Odette avait reçues vers 5 heures, à chercher à apprendre où se trouvait Forcheville à cette heure-là. Sa jalousie, comme une pieuvre qui jette une première, puis une seconde, puis une troisième amarre, s'attacha solidement à ce moment de 5 heures du soir, puis à un autre, puis à un autre encore. Mais Swann ne savait pas inventer ses souffrances. Elles n'étaient que le souvenir, la perpétuation d'une souffrance qui lui était venue du dehors. Mais là, tout lui en apportait. Il voulut éloigner Odette de Forcheville, l'emmener quelques jours dans le Midi. Mais il croyait qu'elle était désirée par tous les hommes qui se trouvaient dans l'hôtel, et qu'elle-même les désirait. Aussi, lui qui jadis en voyage recherchait les gens nouveaux, les assemblées nombreuses, on le voyait, sauvage, fuyant la société des hommes comme si elle l'eût cruellement blessé. Et comment n'aurait-il pas été misanthrope quand dans tout homme il voyait un amant possible pour Odette? Et ainsi, sa jalousie, plus encore que n'avait fait le goût voluptueux et riant qu'il avait d'abord pour Odette, altérait le caractère de Swann et changeait du tout au tout, aux yeux des autres, l'aspect même des signes extérieurs par lesquels ce caractère se manifestait. Il se rappela les becs de gaz qu'on éteignait au boulevard des Italiens quand il l'avait rencontré, contre tout espoir, parmi les ombres errantes, dans cette nuit qui lui avait semblé presque surnaturelle, et qui, en effet, appartenait bien à un monde mystérieux où on ne peut jamais revenir, quand les portes s'en sont refermées. Et Swann aperçut, immobile, en face de ce bonheur revécu, un malheureux, qui lui fit pitié, parce qu'il ne le reconnut pas tout de suite, si bien qu'il dut baisser les yeux pour qu'on ne vît pas qu'ils étaient pleins de larmes. C'était lui-même. Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois, il ne fit plus que voir Odette, il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en un exemplaire rarissime qu'il contemplait, tantôt avec l'humilité, la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec l'orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur. Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jétro. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et, adaptant ce qu'il trouvait beau jusque-là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante, il le transformait en mérite physique qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jétro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli, à lui, qu'il trouvait plus beau encore, et, approchant de lui la photographie de Zéphora, il croyait serrer Odette contre son cœur. Cependant, ce n'était pas seulement la lassitude d'Odette qu'il s'ingéniait à prévenir, c'était quelquefois aussi la sienne propre. Et, pour renouveler un peu l'aspect moral, trop figé, d'Odette, et dont il avait peur de se fatiguer, il lui écrivait tout d'un coup une lettre pleine de déceptions feintes et de colère simulée qui lui faisait porter avant le dîner. Il savait qu'elle allait être effrayée, lui répondre, et il espérait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir à son âme, jaillirait des mots qu'elle ne lui avait encore jamais dits. Et en effet, c'est de cette façon qu'il avait obtenu les lettres les plus tendres qu'elle lui a encore écrites, dont l'une qu'elle lui avait fait porter à midi de la maison dorée, commençait par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire, et qu'il avait gardé dans le même tiroir que la fleur séchée du chrysanthème. » De ce fait, il n'y avait sans doute pas, dans tout le milieu verdurin, un seul fidèle qui les aimât ou crût les aimer autant que Swann.
Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swann ne lui revenait pas, non seulement il avait exprimé sa propre pensée, mais il avait deviné celle de sa femme. Malgré toutes les précautions que Swann avait prises pour la leur cacher, la découverte progressive que les Verdurins faisaient de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait à leur irritation contre lui. Mais la raison profonde en était autre. C'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé, impénétrable. Quelle différence avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter, quoiqu'elle ne l'eût rencontré que peu de fois, et sur lequel il fondait beaucoup d'espoir, le comte de Forcheville. Le premier dîner chez les Verdurins, auquel assista Forcheville, fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swann. Alors, il lut toute la lettre. À la fin, elle s'excusait d'avoir agi ainsi sans façon avec Forcheville et lui disait qu'il avait oublié ses cigarettes chez elle. La même phrase qu'elle avait écrite à Swann une des premières fois qu'il était venu. Mais pour Swann, elle avait ajouté « Puissiez-vous y avoir laissé votre cœur, je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Pour Forcheville, rien de tel, aucune allusion qui peut faire supposer une intrigue entre eux. À vrai dire d'ailleurs, Forcheville était en tout ceci plus trompé que lui, puisqu'Odette lui écrivait pour lui faire croire que le visiteur était son oncle. En somme, c'était lui, Swann, l'homme à qui elle attachait de l'importance et pour qui elle avait congédié l'autre. Et pourtant, s'il n'y avait rien entre Odette et Forcheville, pourquoi n'avoir pas ouvert tout de suite? Pourquoi avoir dit « J'ai bien fait d'ouvrir, c'était mon oncle », si elle ne faisait rien de mal à ce moment-là? Comment Forcheville pourrait-il même s'expliquer qu'elle eût pu ne pas ouvrir? Swann restait là, désolé, confus et pourtant heureux. Mais, tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve, né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant, en revanche, quand un jour au théâtre, il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann, non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique. De ces femmes, comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel, qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé, et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien 1 heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost, mais à chaque pas, sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient. Odieux obstacle, qu'il eût été heureux de renverser, si le procès-verbal de l'agent ne lui retardait plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps qu'il mettait, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes, pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui laissait croire plus grande qu'elle n'était en réalité sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et, à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann tout d'un coup aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit, chez les Verdurins, qu'Odette était déjà partie, la nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi? Toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain? Ce que précisément il avait souhaité, il y a 1 heure, en se rendant chez madame Verdurin? Swann fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost, il n'était plus le même.
Cette maladie qu'était l'amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. Les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportaient en quelque manière à elle. Il se disait bien, d'une façon abstraite, il fut un temps où Odette m'aimait davantage, mais jamais il ne revoyait ce temps. Avant de vous proposer ci-après les extraits enregistrés d'un amour de Swann, je dois vous avouer que je n'ai jamais eu autant de scrupules à ramener à une petite heure un texte aussi riche et aussi subtil qui compte 250 pages environ. En effet, lorsque Marcel Proust écrivit À la recherche du temps perdu, c'était pour être lu avec le texte sous les yeux et non écouté sans support visuel à partir d'un enregistrement comme celui que je vous propose ci-après. Cette entreprise est d'autant plus hardie et plus ambitieuse que la longueur et la sinuosité de certaines phrases proustiennes, qui épousent admirablement les replis les plus profonds de l'âme humaine, ne facilitent pas la lecture à haute voix. Je vais m'y risquer tout de même, mais, pour vous en faciliter l'écoute, je n'hésiterai pas à multiplier les fichiers audio plus souvent que lors de mes autres enregistrements, notamment après une longue phrase, de telle façon que vous puissiez immédiatement la réécouter, si besoin était, comme vous pourriez relire le texte imprimé, si vous étiez vous-même le lecteur ou la lectrice. Bonne audition. Il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, avait fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout. Les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans sa voiture, l'adresse en relief de la maison dorée, sur la lettre où il avait lu « Ma main tremble si fort en vous écrivant », le rapprochement de ses sourcils, quand elle lui avait dit d'un air suppliant « Ce n'est pas dans trop longtemps que vous me ferez signe ». À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par l'amour. Il avait cru qu'il pourrait s'en tenir là, qu'il ne serait pas obligé d'en apprendre les douleurs. Comme maintenant, le charme d'Odette lui était peu de chose auprès de cette formidable terreur qui le prolongeait comme un trouble halo, cette immense angoisse de ne pas savoir à tout moment ce qu'elle avait fait, de ne pas la posséder partout et toujours. Hélas, il se rappela l'accent dont elle s'était écriée. « Mais je pourrai toujours vous voir, je suis toujours libre. » Elle, qui ne l'était plus jamais. Si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors, c'est chez les Verdurin que Swann retrouvait le petit noyau, mais il ne venait que le soir, et n'acceptait presque jamais à dîner, malgré les instances d'Odette. Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et, d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vint le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue, que son cocher Rémi connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin. À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli,
comme le détachement qui succède au regret. À partir de cette soirée, Swann comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais, que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus. Sans doute, Swann était certain que s'il avait vécu maintenant loin d'Odette, elle aurait fini par lui devenir indifférente, de sorte qu'il aurait été content qu'elle quittât Paris pour toujours. Il aurait eu le courage de rester, mais il n'avait pas celui de partir. Car, dans des lieux nouveaux, où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude, on retrempe, on ranime une douleur. Quand il la quitta, elle prit plusieurs lettres qu'elle avait sur la table et lui demanda s'il ne pourrait pas les mettre à la poste. Il les emporta et, une fois rentré, s'aperçut qu'il avait gardé les lettres sur lui. Il retourna jusqu'à la poste, les tira de sa poche et, avant de les jeter dans la boîte, regarda les adresses. Elles étaient toutes pour des fournisseurs, sauf une, pour Forcheville. Il la tenait dans sa main, il se disait « Si je voyais ce qu'il y a dedans, je saurais comment elle l'appelle, comment elle lui parle, s'il y a quelque chose entre eux. Peut-être même qu'en ne la regardant pas, je commets une indélicatesse à l'égard d'Odette, car c'est la seule manière de me délivrer d'un soupçon, peut-être calomnieux pour elle, destiné en tout cas à la faire souffrir et que rien ne pourrait plus détruire une fois la lettre partie. » Il rentra chez lui, en quittant la poste, mais il avait gardé sur lui cette dernière lettre. Il alluma une bougie et en approcha l'enveloppe qu'il n'avait pas osé ouvrir. D'abord, il ne put rien lire, mais l'enveloppe était mince et, en la faisant adhérer à la carte dure qui était incluse, il put, à travers sa transparence, lire les derniers mots. C'était une formule finale très froide. Si, au lieu que ce fût lui qui regarda une lettre adressée à Forcheville, c'eût été Forcheville qui eût lu une lettre adressée à Swann, il aurait pu voir des mots autrement tendres. Il maintint immobile la carte qui dansait dans l'enveloppe, plus grande qu'elle, puis, la faisant glisser avec le pouce, en amena successivement les différentes lignes sous la partie de l'enveloppe qui n'était pas doublée, la seule à travers laquelle on pouvait lire. Malgré cela, il ne distinguait pas bien. D'ailleurs, cela ne faisait rien, car il en avait assez vu pour se rendre compte qu'il s'agissait d'un petit événement sans importance et qui ne touchait nullement à des relations amoureuses. C'était quelque chose qui se rapportait à un oncle d'Odette. Swann avait bien lu au commencement de la ligne « J'ai eu raison », mais ne comprenait pas ce qu'Odette avait eu raison de faire, quand, soudain, un mot qu'il n'avait pas pu déchiffrer d'abord apparut et éclaira le sens de la phrase tout entière. J'ai eu raison d'ouvrir, c'était mon oncle. D'ouvrir? Alors Francheville était là tantôt, quand Swann avait sonné, et elle l'avait fait partir, d'où le bruit qu'il avait entendu. Devant lui, deux vieux messieurs étaient à la fenêtre, l'un tenant une lampe, et alors il vit la chambre, une chambre inconnue. Ayant l'habitude, quand il venait chez Odette très tard, de reconnaître sa fenêtre à ce qu'elle était la seule éclairée entre les fenêtres toutes pareilles, il s'était trompé et avait frappé à la fenêtre suivante qui appartenait à la maison voisine. Il s'éloigna, en s'excusant, et rentra chez lui, heureux que la satisfaction de sa curiosité eût laissé leur amour intact, et qu'après avoir simulé depuis si longtemps vis-à-vis d'Odette une sorte d'indifférence, il ne lui eût pas donné, par sa jalousie, cette preuve qu'il l'aimait trop, qui, entre deux amants, dispense à tout jamais d'aimer assez celui qui la reçoit. Il ne lui parla pas de cette mésaventure. Lui-même n'y songeait plus. Mais, par moments, un mouvement de sa pensée venait en rencontrer le souvenir. Souvent il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurin, qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentrât. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue La Pérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir, moins nécessaire pour lui de l'avoir plus tôt, à l'exercice de ce droit
qu'elle lui reconnaissait, de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix, parce que, grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quitté. C'est Odette qui avait amené elle-même Swann chez les Verdurins. Les Verdurins avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. En disant aux Verdurins que Swann était très smart, Odette leur avait fait craindre un ennuyeux. Il leur fit au contraire une excellente impression. Madame de Verdurin était assise sur un haut siège suédois en sapin ciré qu'un violoniste de ce pays lui avait donné et qu'elle conservait, quoiqu'il rappelât la forme d'un escabeau et jurât, avec les beaux meubles anciens qu'elle avait. Mais elle tenait à garder en évidence les cadeaux que les fidèles avaient l'habitude de lui faire de temps en temps, afin que les donateurs eussent le plaisir de le reconnaître quand il venait. Aussi tâchait-elle de persuader qu'on s'en tint aux fleurs et aux bonbons, qui du moins se détruisent, mais elle n'y réussissait pas, et c'était chez elle une collection de chauffe-pieds, de coussins, de pendules, de paravents, de baromètres, de potiches, dans une accumulation de redites et un disparate des traînes. De ce poste élevé, elle participait avec entrain à la conversation des fidèles. Sur le point de frapper les volets, il eut un moment de honte en pensant qu'Odette allait savoir qu'il avait eu des soupçons, qu'il était revenu, qu'il s'était posté dans la rue. Elle lui avait dit souvent l'horreur qu'elle avait, des jaloux, des amants qui espionnent. Ce qu'il allait faire était bien maladroit, et elle allait le détester désormais, tandis qu'en ce moment même, tant qu'il n'avait pas frappé, peut-être, même en le trompant, l'aimait-elle. Que de bonheur possible, dont on sacrifie ainsi la réalisation, à l'impatience d'un plaisir immédiat. Mais le désir de connaître la vérité était plus fort, et lui sembla plus noble. Et puis, l'avantage qu'il se sentait, qu'il avait tant besoin de se sentir, sur eux, était peut-être moins de savoir que de pouvoir leur montrer qu'il savait. Il se haussa sur la pointe des pieds. Il frappa. On n'avait pas entendu. Il refrappa plus fort. La conversation s'arrêta. Une voix d'homme, dont il chercha à distinguer auquel de ceux des amis d'Odette qu'il connaissait elle pouvait appartenir, demanda « Qui est là ?» Il n'était pas sûr de la reconnaître. Il frappa encore une fois. On ouvrit la fenêtre, puis les volets. Maintenant, il n'y avait plus moyen de reculer, et, puisqu'elle allait tout savoir, pour ne pas avoir l'air trop malheureux, trop jaloux et curieux, il se contenta de crier, d'un air négligent et gai. « Ne vous dérangez pas, je passais par là, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu savoir si vous n'étiez plus souffrante. » Il regarda. Monsieur Verdurin, après avoir demandé à Swann la permission d'allumer sa pipe, pria le jeune artiste de se mettre au piano. Quand le pianiste eut joué, Swann fut plus aimable encore avec lui qu'avec les autres personnes qui se trouvaient là. Voici pourquoi. L'année précédente, dans une soirée, il avait entendu une œuvre musicale exécutée au piano et au violon. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir, quand, au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie de piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais, à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d'un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l'harmonie, il ne savait lui-même, qui passait, et lui avait ouvert plus largement l'âme, comme certaines odeurs de roses, circulant dans l'air humide du soir, ont la propriété de dilater nos narines. Or, quelques minutes à peine après que le petit pianiste avait commencé de jouer chez madame Verdurin, tout d'un coup,
Après une note longuement tendue pendant 2 mesures, il vit approcher, s'échappant dessous cette sonorité prolongée et tendue comme un rideau sonore pour cacher le mystère de son incubation, il reconnut, secrète, bruissante et divisée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel, et qu'aucun autre n'aurait pu le remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespérait de jamais retrouver. À la fin, elle s'éloigna, indicatrice, diligente, parmi les ramifications de son parfum, laissant sur le visage de Swann le reflet de son sourire. Mais, maintenant, il pouvait demander le nom de son inconnu. On lui dit que c'était l'andante de la sonate pour piano et violon de Vinteuil. Il la tenait, il pourrait l'avoir chez lui aussi souvent qu'il voudrait, essayer d'apprendre son langage et son secret. Alors, sous tous les souvenirs les plus doux de Swann, sous les paroles les plus simples que lui avait dites autrefois Odette, qu'il avait crues comme paroles d'évangile, sous les actions quotidiennes qu'elle lui avait racontées, sous les lieux les plus accoutumés, la maison de sa couturière, l'avenue du Bois, l'hippodrome, il sentait s'insinuer la présence possible et souterraine de mensonges qui lui rendaient ignoble tout ce qui lui était resté le plus cher, ses meilleurs soirs. Puis, il en fut du nom de la maison dorée comme de celui de l'île du Bois. Il cessa peu à peu de faire souffrir Swann. Mais la présence d'Odette continuait d'ensemencer le cœur de Swann de tendresse et de soupçons alternés. Puis, de fréquentes croisières éloignèrent Odette, dont une même dura 1 an. Un jour, enfin, au moment de quitter Paris, et, avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu'il n'était plus malheureux, et qui baissait du même coup le niveau de sa moralité, Swann s'écria en lui-même. Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Un soir, Swann arriva chez elle après 11 heures, et, comme il s'excusait de n'avoir pu venir plus tôt, elle se plaignit que ce fût en effet bien tard. L'orage l'avait rendue souffrante, et elle se sentait mal à la tête et le prévint qu'elle ne le garderait pas plus d'une demi-heure, qu'à minuit, elle le renverrait. Et, peu après, elle se sentit fatiguée et désira s'endormir. Elle le pria d'éteindre la lumière avant de s'en aller. Il alla lui-même refermer les rideaux du lit et partit. Mais, quand il fut rentré chez lui, l'idée lui vint brusquement que peut-être Odette attendait quelqu'un ce soir, qu'elle avait seulement simulé la fatigue, et qu'elle ne lui avait demandé d'éteindre que pour qu'il crût qu'elle allait s'endormir, qu'aussitôt qu'il avait été parti, elle avait rallumé et fait rentrer celui qui devait passer la nuit auprès d'elle. Il regarda l'heure. Il y avait à peu près 1 heure et demie qu'il l'avait quitté. Il ressortit, prit un fiacre et se fit arrêter tout près de chez elle. Il descendit de voiture. Tout était désert et noir dans ce quartier. Il n'eut que quelques pas à faire à pied et déboucha presque devant chez elle. Parmi l'obscurité, de toutes les fenêtres, éteintes depuis longtemps, dans la rue, il en vit une seule, d'où débordait, entre les volets qui en pressaient la pulpe mystérieuse et dorée, la lumière qui remplissait la chambre, et qui, tant d'autres soirs, du plus loin qu'il apercevait, en arrivant dans la rue, le réjouissait et lui annonçait « Elle est là, qui t'attend », et qui, maintenant, le torturait en lui disant « Elle est là, avec celui qu'elle attendait ». Il voulut savoir qui. Il se glissa le long du mur jusqu'à la fenêtre, mais, entre les lames obliques des volets, il ne pouvait rien voir. Il entendait seulement dans le silence de la nuit le murmure d'une conversation. Certes, il souffrait de voir cette lumière, dans l'atmosphère d'or de laquelle se mouvait, derrière le châssis, le couple invisible et détesté, d'entendre ce murmure qui révélait la présence de celui qui était venu après son départ, la fausseté d'Odette, le bonheur
qu'elle était en train de goûter avec lui. Et pourtant, il était content d'être venu. Le tourment qu'il avait forcé de sortir de chez lui avait perdu de son acuité en perdant de son vague. Maintenant que l'autre vie d'Odette, dont il avait eu, à ce moment-là, le brusque et impuissant soupçon, il la tenait là, éclairée en plein par la lampe, prisonnière sans le savoir, dans cette chambre où, quand il le voudrait, il entrerait la surprendre et la capturer. Et peut-être, ce qu'il ressentait en ce moment de presque agréable, c'était autre chose aussi que l'apaisement d'un doute et d'une douleur. Un plaisir de l'intelligence. Swann poussa jusqu'à la maison dorée, entra 2 fois chez Tortoni et, sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, pour rejoindre sa voiture qu'il attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper, à la maison dorée, dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture. Elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi. Quant à lui, il avait couru Paris, non parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il était trop cruel d'y renoncer. Mais cette joie, que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable, ne lui en paraissait maintenant que plus réelle. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Les Verdurin n'invitaient pas à dîner. On avait chez eux son couvert mis. Pour la soirée, il n'y avait pas de programme. Le jeune pianiste jouait, mais seulement si ça lui chantait. S'il ne jouait pas, on causait. Et l'un des amis, le plus souvent leur peintre favori d'alors, lâchait, comme disait M. Verdurin, une grosse faribole qui faisait s'esclaffer tout le monde. Madame Verdurin surtout, à qui le docteur Cottard, un jeune débutant à cette époque, dut un jour remettre sa mâchoire qu'elle avait décrochée pour avoir trop ri. Si, depuis qu'il était amoureux, les choses avaient repris pour lui un peu de l'intérêt délicieux qu'il leur trouvait autrefois, mais seulement là où elles étaient éclairées par le souvenir d'Odette. Maintenant, c'était une autre faculté de sa studieuse jeunesse que sa jalousie ranimait, la passion de la vérité, mais d'une vérité, elle aussi, interposée entre lui et sa maîtresse, vérité tout individuelle qui avait pour objet unique les actions d'Odette, ses relations, ses projets, son passé. À toute autre époque de sa vie, les petits faits et gestes quotidiens d'une personne avaient toujours paru sans valeur à Swann. Si on lui en faisait le commérage, il le trouvait insignifiant. Mais, dans cette étrange période de l'amour, l'individuel prend quelque chose de si profond que cette curiosité qu'il sentait s'éveiller en lui à l'égard des moindres occupations d'une femme, c'était celle qu'il avait eue autrefois pour l'histoire. Et tout ce dont il aurait eu honte jusqu'ici, espionner devant une fenêtre, qui sait, demain peut-être, faire parler habilement les indifférents, soudoyer les domestiques, écouter aux portes, ne lui semblait plus, aussi bien que le déchiffrement des textes, la comparaison des témoignages et l'interprétation des monuments, que des méthodes d'investigation scientifique d'une véritable valeur intellectuelle et appropriée à la recherche de la vérité. Quand il quittait Odette, Swann était heureux. Il se sentait calme. Il se rappelait les sourires qu'elle avait eus, railleurs, en parlant de tel ou tel autre, et tendres pour lui. La lourdeur de sa tête, qu'elle avait détachée de son axe pour l'incliner, la laisser tomber, presque malgré elle, sur ses lèvres. Mais aussitôt sa jalousie, comme si elle était l'ombre de son amour, se complétait du double de ce nouveau sourire qu'elle lui avait adressé le soir même, et qui, inverse maintenant, raillait Swann et se chargeait d'amour pour un autre, de cette inclinaison de sa tête, mais renversée vers d'autres lèvres, et donnait à un autre toutes les marques de tendresse qu'elle avait eues pour lui. De sorte qu'il en arrivait à regretter chaque plaisir qu'il goûtait près d'elle, chaque caresse inventée et dont il avait eu l'imprudence de lui signaler la douceur, chaque grâce qu'il lui découvrait, car il savait qu'un instant après, elles allaient enrichir d'instruments nouveaux
son supplice. Mais, une fois qu'ayant songé avec maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurin, il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait pas, était partie. En voyant qu'elle n'était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette certitude de le trouver quand il le voulait, qui, pour tous les plaisirs, nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. As-tu vu la tête qu'il a fait quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là dit M. Verdurin à sa femme. Je crois qu'on peut dire qu'il est pincé. La tête qu'il a fait demanda avec violence le docteur Cottard, qui, étant allé un instant voir un malade, revenait chercher sa femme et ne savait pas de qui on parlait. Comment? Vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des Swann? Non. Monsieur Swann est venu? Oh, un instant seulement. Nous avons eu un Swann très agité, très nerveux. Vous comprenez, Odette était partie. Vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui? Qu'elle lui a fait voir l'heure du berger, dit le docteur, expérimentant avec prudence le sens de ses expressions. Mais non, il n'y a absolument rien. Et entre nous, je trouve qu'elle a bien tort, et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche, qu'elle est du reste. Ta 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 ta, dit M. Verdurin. Qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a rien? Nous n'avons pas été y voir, n'est-ce pas? À moi? Elle me l'aurait dit, répliqua fièrement Mme Verdurin. Je vous dis qu'elle me raconte toutes ces petites affaires. Comme elle n'a plus personne en ce moment, je lui ai dit qu'elle devrait coucher avec lui. Elle prétend qu'elle ne peut pas, qu'elle a bien eu un fort béguin pour lui, mais qu'il est timide avec elle, que cela l'intimide à son tour, et puis qu'elle ne l'aime pas de cette manière-là, que c'est un être idéal, qu'elle a peur de déflorer le sentiment qu'elle a pour lui. Est-ce que je sais, moi? Ce serait pourtant absolument ce qu'il lui faut. Tu me permettras de ne pas être de ton avis, dit M. Verdurin. Il ne me revient qu'à demi, ce monsieur. Je le trouve poseur. Mme Verdurin s'immobilisa, prit une expression inerte, comme si elle était devenue une statue, fiction qui lui permit d'être censée ne pas avoir entendu ce mot insupportable de poseur qui avait l'air d'impliquer qu'on pouvait poser avec eux, donc qu'on était plus qu'eux. Enfin, s'il n'y a rien, je ne pense pas que ce soit que ce monsieur la croie vertueuse, dit ironiquement M. Verdurin. Et après tout, on ne peut rien dire, puisqu'il a l'air de la croire intelligente. Je ne sais si tu as entendu ce qu'il lui débitait l'autre soir sur la sonate de Vinteuil. J'aime Odette de tout mon cœur, mais pour lui faire des théories d'esthétique, il faut tout de même être un fameux jobard. Voyons, ne dites pas du mal d'Odette, dit Mme Verdurin, en faisant l'enfant. Elle est charmante. Mais cela ne l'empêche pas d'être charmante. Nous ne disons pas du mal d'elle, nous disons que ce n'est pas une vertu, ni une intelligence. Au fond, dit-il au peintre, tenez-vous tant que ça à ce qu'elle soit vertueuse? Elle serait peut-être beaucoup moins charmante, qui sait? Chez elle, il lui demandait de jouer la petite phrase de la sonate de Vinteuil. Bien qu'Odette jouât fort mal, mais la vision la plus belle qui nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus de son faux tiré par du doigt malhabile d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann, où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis,
à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer, son essence mystérieuse. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites. Et sans doute, chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités de l'intervalle et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Mais, quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien de temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps, et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur le peintre Vermeer de Delft. « Et puis d'ailleurs vous aussi, lui avait-il dit, je sais bien ce que c'est que les femmes. Vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Moi, je n'ai jamais rien à faire. Je suis toujours libre. Je le serai toujours pour vous, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où il pourrait vous être commode de me voir. Faites-moi chercher, et je serai trop heureuse d'accourir. » Désormais, la vie qu'on menait chez les Verdurin, et qu'il avait appelée si souvent la vraie vie, lui semblait la pire de toutes, et leur petit noyau, le dernier des milieux. C'est vraiment, disait-il, ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte auguste ne se réfère aux Verdurin. Mais, comme les vertus qu'il attribuait tantôt encore aux Verdurin n'auraient pas suffi, même s'il les avait vraiment possédés, à provoquer chez Swann cette ivresse où il s'attendrissait sur leur magnanimité et qui, même propagée à travers d'autres personnes, ne pouvait lui venir que d'Odette. De même, l'immoralité, eût-elle été réelle, qu'il trouvait aujourd'hui aux Verdurin, aurait été impuissante s'il n'avait pas invité à un dîner à Chatou Odette, avec Forcheville et sans lui, à déchaîner son indignation et à lui faire flétrir leur infamie. Le docteur Cottard, qui, appelé en province pour un cas grave, n'avait pas vu les Verdurin depuis plusieurs jours et n'avait pu aller à Chatou, dit, le lendemain de ce dîner, en se mettant à table chez eux. « Mais est-ce que nous ne verrons pas M. Swann ce soir? Il est bien ce qu'on appelle un ami personnel du... »« Mais j'espère bien que non !» s'écria Mme Verdurin. « Dieu nous en préserve. Il est assommant, bête et mal élevé. » Et il ne fut plus question de Swann chez les Verdurin. Alors, ce salon, qui avait réuni Swann et Odette, devint un obstacle à leur rendez-vous. Après certaines soirées tranquilles, les soupçons de Swann étaient calmés. Il bénissait Odette, et le lendemain, dès le matin, il faisait envoyer chez elle les plus beaux bijoux, parce que ses bontés de la veille avaient excité ou sa gratitude, ou le désir de les voir se renouveler, ou un paroxysme d'amour qui avait besoin de se dépenser. Mais, à d'autres moments, sa douleur le reprenait. Il s'imaginait qu'Odette était la maîtresse de Forcheville. Alors, Swann la détestait. Mais aussi, je suis trop bête, se disait-il. Je paie avec mon argent le plaisir des autres. Elle fera tout de même bien de faire attention et de ne pas trop tirer sur la corde, car je pourrais bien ne plus rien donner du tout.